Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Agathe Laurent-Richard, qui est la CEO de Crypto Taboo, qui travaille dans le consulting. Comment ça va, Agathe? Ça va, tranquille. On se parlait en off, tu as l'air d'être en pleine forme, en tout cas impatient de faire ce podcast avec toi. Tu es une personne très reconnue dans l'écosystème, tu as lancé beaucoup de choses. On était vraiment impatient de te recevoir sur le podcast. Merci de te donner un petit peu du temps parce qu'on sait, voilà, tu es très prisé. Est-ce qu'on peut commencer par la première question, Agathe? C'est bah, comment tu en es venu à l'écosystème Web3? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Enfin, d'où tu es venu pour arriver dans cet écosystème? Alors, il y a plein de choses en fait. Ouais, Alors, en général, je fais jamais rien pour une seule raison. Donc, il a fallu plusieurs raisons. D'abord, bah, j'ai connu Bitcoin il y a longtemps. Enfin, l'existence de Bitcoin. Je pense en 2012, je savais ce qu'était ah Bitcoin, ouais, early. mais voilà. Mais par contre, je m'y suis pas trop intéressée parce qu'après, je suis partie. euh, dans mes études et j'ai frôlé le sujet à un moment aussi dans mon mémoire, mais c'était juste avant que les DAO existent. Mais j'ai fait un mémoire sur la confiance et le contrôle dans les organisations. Enfin, c'était en 2016, donc les DAO, il n'y avait pas encore beaucoup de choses dessus. Et après, ben, je faisais carrément d'autres métiers au Maroc, en Espagne. Et c'est quand il y a eu le crash de 2020 pendant le Covid que avec mon compagnon de l'époque, on a commencé à investir en spot dans les cryptos et surtout on avait une boîte dans le cannabis CBD entre l'Espagne, la France, la Suisse et on avait des clients qui voulaient payer en Bitcoin. Crypto. Ok. Donc on a accepté les bitcoins et voilà. Donc là et à ce moment-là, en fait, je me suis plongée dans du trading pas mal aussi et j'ai commencé à créer des contenus sur LinkedIn, parler des NFT notamment. Et j'ai réactivé mon compte Twitter et je suis rentrée bah, la tête la première dans le sujet et je suis jamais repartie pour l'instant. Voilà. Ah ouais, donc ça commence à faire une sacrée période. Tu es quasiment né en même temps que le Bitcoin sur l'écosystème Web3, même si au début, vraiment, tu as surfé sur la vague et tu t'es pas intéressé tout au début, mais franchement, tu es quand même ultra early, enfin, c'est la folie. Et c'est marrant parce que tu as trouvé cet intérêt par rapport à un business et à un besoin des clients. Parce que souvent, les gens qui arrivent dans l'écosystème, c'est par spéculation, à pas du gain, curiosité. Toi, tu t'es dit, non, mais nous, on a des clients qui veulent acheter du Bitcoin, qui veulent nous payer en Bitcoin. Bah, comment on fait en fait? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Et c'est là que tu as trouvé ton premier intérêt. Franchement, c'est génial et c'est une porte d'entrée que j'avais encore jamais entendue. Donc, ouais, Ouais, trop mais content de te... c'est un peu bête de leur part, hein, parce que je pense que d'ailleurs ils voulaient payer en Bitcoin pour des raisons de discrétion, Ouais, alors que c'est pas forcément plus discret d'utiliser Bitcoin pour acheter du cannabis en plus légal. Donc nous, enfin de toute façon, on déclarait, hein, donc voilà. Donc c'était pas forcément très malin de leur part, ouais, c'est sûr. mais c'est vrai que c'était un peu, enfin, pour être honnête, c'était quand même en même temps, nous, moi, j'investissais dans ma boîte et dans les cryptos en même temps, mais avec une envie spéculative, hein, clairement, au départ, ce qui fait que j'ai regardé des tas de vidéos. Et pourquoi je voulais rentrer dedans, c'était parce que comme tout le monde, je voulais rentrer dans le train du bull run. Mais peut-être la différence que j'ai à avoir connu en 2012 le sujet, c'est que j'avais un a priori très positif sur les fondamentaux Ah, et que donc, par rapport à d'autres personnes qui rentrent que pour la spéculation, quand, par exemple, il y a eu un gros retracement pendant un été entre la première fois où Bitcoin a hit le ATH et puis c'est redescendu l'été, moi, j'ai continué d'investir et j'ai pas eu peur et je continué de me renseigner, de m'y intéresser parce que depuis toujours, je suis convaincue que c'est génial, quoi. C'est juste que entre 2012 et 2020, j'avais pas tant de raisons que ça
Ouais, de l'utiliser ou De l'utiliser. d'investir. J'étais au Maroc pendant plusieurs années. J'étais prof de théâtre, donc tous ces sujets-là étaient vraiment très loin de moi. Mais si quelqu'un me parlait des cryptos, ça m'intéressait quoi. Mais c'est juste que je faisais rien sur mon PC pendant des années. J'ouvrais même pas mon ordinateur le matin quoi. Je l'utilisais pas, donc j'avais vraiment une très grosse distance avec l'informatique en général et pas de besoin. Mais dès que j'en ai eu besoin, bah oui, voilà, dès que j'ai eu envie de me réintéresser à l'innovation aussi, parce que j'investissais dans des startups avec des personnes, des amis de mon père, etc. Ben, les cryptos, à chaque fois, je regardais un peu si c'était une possibilité pour nous, etc. Quoi. Donc j'avais un Ouais. intérêt, mais c'était pas déclenché en fait. Mais ça m'a sauvé, je pense, par rapport à d'autres qui sont allés que pour l'aspect spéculatif. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est une porte d'entrée très intelligente, hein. Bon, alors après, c'est une opportunité aussi, mais c'est une porte d'entrée assez intelligente. Quand tu parles des premières ventes sur le Bitcoin que tu as utilisé, enfin, ou que tu as accepté pour vendre, c'était à peu près en quelle année? On était en quoi? 2017, un petit peu avant? Non, non, c'était bien plus tard. Hein. Plus C'était bien tard? plus tard. Je te dis, moi, je suis re-rentrée dedans après le crash de 2020, donc c'était début 2021, Ok, fin ouais, bah, 2020, début 2021. Pendant le Covid, en fait, nous, on avait un business de CBD. On achetait en Suisse et on revendait en France. On faisait passer ça par l'Espagne parce qu'on faisait aussi des huiles, etc. Donc, on s'était un peu génial. réfugié au sud de l'Espagne pendant le Covid pour éviter pas mal de choses qui se passaient en France. Et du coup, ben, les cryptos, c'était plus simple, quoi. Hein, Ouais, enfin, pour les génial. gens qui voulaient ça, ils voulaient spend leur Bitcoin, essentiellement Bitcoin d'ailleurs, comme ça. Et voilà, nous, on avait un site, c'était à distance, donc Trop bien. c'était mieux qu'en physique où je pense que les boutiques devaient être fermées, j'imagine, en France en tout Ouais, cas. puis tu devais être sûrement une des seules qui devait accepter le Bitcoin à l'époque, hein, sur, sur du CBD. Donc, vraiment Ouais. très early aussi, hein, bravo. Mm. Donc du coup, à partir de ce moment-là, tu as eu l'idée directement de Crypto Tabou, c'est venu un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition jusqu'à la création de ta société? Ah ouais, ça c'est. Bah, en fait, je me suis séparée de mon associé et de mon compagnon, c'était la même chose, en 2021. Donc, en fait, on a fait nos premières ventes, on a fait le launch et on s'est séparés. Et du coup, 2021, ouais, je publiais en novembre un petit post sur LinkedIn. Enfin, en fait, en gros, je cherchais un job ou une nouvelle chose à faire, en fait, hein, parce Ouais, bah que ouais. je lui ai revendu mes parts. Et donc, je me disais, bon, le cannabis, c'est chouette, mais là, en fait, ça fait quelques mois que j'investis dans les cryptos, que je m'y intéresse. Pourquoi ne pas chercher plutôt là-dedans, hein, dans ces métiers-là peut-être il y a quelque chose pour moi. Donc, je me dis, bon, sur LinkedIn, j'ai publié quelques articles sur le fait que je voulais plus être entrepreneur, ce qui n'est jamais arrivé. Et en fait, ça marchait bien, genre mon réseau réagissait. Donc, je crois que c'est fin novembre 2021, j'ai écrit un petit post sur ce qui est maintenant, comment ils appellent ça, Open Gem. C'est ceux qui organisent chaque Ouais, Biarritz. ouais. À l'époque, ça s'appelait All for Art ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était un endroit où tu pouvais vérifier si tes NFT, le fichier JPEG était vraiment on-chain ou pas. Enfin, est-ce qu'il était Ok. vraiment euh, stocké de façon décentralisée ou est-ce que au final bah, c'était un peu du mytho comme pas mal de NFT qui en fait sont stockés de façon centralisée. Donc en réalité, si quelqu'un de la boîte comme je sais pas Yuga Labs par exemple supprime le fichier, bah t'as le token mais il y a rien dessus quoi, Ouais, t'as c'est plus clair. l'image. Donc moi je trouvais ça super intéressant ce qu'il faisait et donc j'ai posté là-dessus et j'ai vu que des gens dans les startups avaient liké, un des VC avec lequel j'investissais à kiffer, etc. Donc du coup, bah, je me suis dit, mais enfin chouette en fait, genre comme ça me passionne, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'apprends un truc, Je vais je partager. vais le repartager sur LinkedIn. Et, Wow. donc voilà, j'ai commencé comme ça. Finalement, assez rapidement, j'ai écrit un post par jour sur les cryptos, les NFT, et j'ai fait monter mon compte LinkedIn. Et puis plus tard, j'ai créé une émission
Je sais même plus comment elle s'appelait au début, je crois qu'elle avait pas de nom, où j'invitais donc live. Donc, bah, comme on est en train de faire, j'étais sur StreamYard et puis j'ai invité plein de gens qui créaient des startups ou Trop qui étaient cool. passionnés par les cryptos. Ah oui, c'est ça, la première émission, c'était le 8 mars 2022 et c'était pour... ouais, c'était 2022. Ouais, 2022 et c'était pour les femmes dans le Web3. Donc, j'avais invité que Oh, des trop femmes. cool. Et en Trop fait, bien. ouais, c'est ça, voilà. Le 5, je me suis dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc pour les femmes dans le Web3. J'ai fait cette émission, ça a trop bien marché. Et après, je l'ai fait tous les mercredis, je crois, ou un mercredi sur deux, je sais même plus. C'était un Franchement, j'ai... live? Quoi? C'était du live? Ouais, live, par contre, ouais. Complètement live. Waouh, Donc, je me incroyable. connectais et c'était 1 heure et demie de live vidéo sur LinkedIn, rediffusé sur YouTube. Et après, bah, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai créé une autre saison où j'ai invité plutôt, cette fois-ci, il y avait vraiment huit invités en tout. Il y avait des startups et il y avait une personne connue des cryptos qui venait. Donc ça, c'était à la rentrée. Et après, j'ai créé l'émission Le Monde ou Rien. Donc en fait, j'ai donné un nom à l'émission, mais c'était quasiment le même concept. Il y a Daniel de Alira qui venait faire une chronique Ouais. à chaque fois. Il y avait, mais je sais plus le rythme que j'avais, mais je me souviens que c'était beaucoup quoi. Mais bref, tout ça m'a rapporté pas trop d'argent. J'ai essayé de faire, en fait, de vendre de la page de publicité, enfin des morceaux de vidéos de publicité en live du coup, Du mais qui sponsoring? étaient aussi rediffusés pendant le replay. Ouais. Euh, Pendant des petites pauses que je faisais dans le live. Ça me rapportait un peu de sous, ça marchait pas mal, mais c'était super long à organiser et c'était pas quelque chose qui allait me faire vivre, quoi. Donc, pendant ce temps-là, je cherchais des opportunités de faire du consulting, des benchmarks pour des boîtes, etc. C'était pas facile, hein. J'en trouvais pas trop. J'ai eu la chance de croiser certaines personnes qui m'ont donné des petites missions le week-end quand ils avaient pas envie de travailler, quoi. Mais tout ça ne fait pas créer Crypto Tabou. Crypto Tabou, c'est créé un peu dans toute cette ambiance où sur LinkedIn, j'avais ces émissions et qui m'apportaient bah, des connaissances, des contacts, etc. Et sur Twitter, je shitpostais beaucoup et j'avais une émission le dimanche en space. Donc c'était tous les dimanches à 21h qui s'appelait Crypto Tabou et dont le but était c'est une radio libre. Elle existe toujours dans ma tête cette émission parce que je peux la relancer quand je veux. En fait, c'est une radio Bah, libre. c'est clair. Donc, euh, euh, et, euh, et cette radio libre, en fait, invitait tout le monde à venir parler de tout. C'est-à-dire que c'est pas de la promotion, enfin, les gens pouvaient faire leur promotion, mais c'était clairement pas le but de l'émission. On parlait des sujets tabous, donc il y a eu des bitcoiners maxi qui sont venus. On a fait ce qu'on appelait des octogones, c'est-à-dire, bah, moi j'ai pas mal attaqué Elrond, Solana aussi. Aujourd'hui Solana, j'ai plutôt changé d'avis, mais on avait fait un octogone Ah, sur Solana. C'est-à-dire que je commençais par un quart d'heure où j'expliquais, enfin j'avais lu le white paper et tout, j'expliquais un peu les choses à retenir sur la chaîne. Et après, et on se disputait en fait. Le but, c'était de se disputer pendant 1 heure sur le sujet. Donc ça, c'était les waouh. octogones. Sinon, il y avait tous les dramas, les gens qui, enfin voilà, l'émission à un moment, il y avait pas mal de monde qui venait s'exprimer librement, quoi. Puis j'ai arrêté parce que j'avais trop de harcèlement, quoi. Je suis passée sur BFM pour parler des femmes dans les cryptos et les mecs, ils se sont, je sais pas, Acharné. ils se sont acharnés, ça m'a saoulée, Bah, donc il est jaloux. revenu, etc. Mais c'est long, c'est très long comme histoire. Mais bref, du coup, Crypto Tabou, c'était ça. Je faisais aussi des vidéos tous les lundis qui s'appelaient les GM. Pendant 10 minutes, je parlais d'un sujet crypto qui marchait pas mal. Enfin voilà, en gros, Wow. je faisais de la Gros création de job. contenu. Et donc c'est comme ça, en fait, finalement, que ben, j'ai découvert plein de choses. J'ai appris grâce aux autres, aux invités, aux gens qui venaient, des gens qui m'ont envoyé des documents, etc. J'ai appris en faisant, puisque j'ai investi énormément, j'ai testé plein de protocoles, je me suis impliquée dans des communes. Et, mais j'ai aussi surtout appris tout ce qui était de l'ordre du social media management, comment
Ça marche, LinkedIn, comment ça marche, Twitter, YouTube. Même si pour moi-même, je l'ai pas vraiment appliqué, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que tu pourras regarder, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, en fait, hein, par rapport au travail que j'ai fait. Je me suis vraiment focus sur le contenu, la qualité Ouais, des la contenus. qualité. Et encore, tu vois, même pas la qualité vidéo. Par exemple, quand le Crypto Daily ou d'autres sont arrivés sur le marché, ils sont venus avec des studios, etc. Moi, j'ai D'autres jamais, moyens. moi, j'ai toujours été avec des outils gratuits et tout. J'ai pas donné, j'ai pas investi dans mes formats parce que je savais que j'allais pas faire ça éternellement. Enfin, c'était pas mon, j'ai pas envie d'être influenceuse et j'ai pas envie de créer un média crypto. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas investi là-dedans. Et j'étais plutôt en train d'essayer de trouver comment j'allais faire du consulting, qui est quand même vachement mieux payé, il faut le dire, quand on se débrouille bien. Et donc, bah, Crypto Tabou est née, la boîte, il y a même pas donc en mai, donc il y a même pas 3 mois. Génial. En voilà, en tant qu'entreprise. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de freelancing et je me suis débrouillée, quoi, en fait, comme j'ai pu. Ok, bah déjà, tu as un parcours incroyable. Félicitations à toi, lancé des choses, pris des risques, tenté. Franchement, bravo pour tout ce que tu as fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, même dans une carrière complète, en font autant. Donc, vraiment, bravo à toi. Et impatient de voir si on peut retrouver peut-être potentiellement des choses sur des octogones et tout. Ça devait être assez intéressant à l'époque. Et franchement, tu as pris le pli d'aller sur des sujets un peu touchy pour pouvoir justement bah, en parler. Et c'est vraiment des personnes comme toi qui changent la donne parce que d'aller parler que des sujets positifs de manière positive, franchement, c'est cool. Mais ça ne change pas grand-chose. Toi, tu arrives, tu dis, S'ennuie, bah le voilà, drama. Ouais, ouais. Alors après, il y en a qui font exprès d'aller sur les sujets drama parce qu'ils veulent faire du putaclic. C'était pas du tout ton cas. Toi, tu voulais prendre les sujets drama tout simplement parce que tu voulais les traiter. Et ça, c'est Oui, oui, super oui, intéressant. clairement. Clairement, C'est bah d'ailleurs, vraiment. on m'a beaucoup accusé de faire ça exprès, mais franchement, non. D'ailleurs, mon space sur EGLD, il a pas mal tourné, hein, parce que j'ai bien critiqué et tout. Enfin, je crois que il continue de tourner dans certaines communautés. Enfin, je veux dire, la critique que j'en ai Ah faite est ouais, encore valable. Solana, beaucoup moins, parce que Solana a beaucoup plus travaillé. Enfin, en fait, évoluer. Ouais. ils ont beaucoup plus évolué. Donc aujourd'hui, j'aurais un regard différent sur Solana, même si je suis toujours pas totalement convaincue. Mais d'ailleurs, c'était beaucoup plus dur de critiquer Solana que Elrond. Mais Elrond, franchement, désolé pour ceux qui nous regarderont. C'est vraiment compliqué, les gars. Maintenant, ça s'appelle Multiverse X. Ouais. Bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, ouais, le but, c'était ça, puis de parler des tabous qui sont autres que techniques. Je parlais des femmes, par exemple, dans les cryptos. On a parlé de plein de choses, de tous ces trucs qui finalement sont des sujets abordés, mais plutôt par les gens qui tweetent, voilà, tranquille, mais il n'y a pas vraiment de débat. Par exemple, tu verras jamais dans un event crypto une table ronde sur est-ce que c'est éthique ou pas de rentrer dans les cryptos pour la spéculation enfin voilà comment on se sent par rapport à ça ou par exemple tu verras pas de débat genre euh, enfin souvent les événements ils choisissent entre les deux ce dilemme en fait c'est est-ce qu'on développe la tech et on attend que la tech soit meilleure pour lancer les chars pour faire de la publicité et attirer des users qui vont peut-être pas s'intéresser aux cryptos donc ce qu'on appelle maintenant customer crypto ou est-ce que on crée nos produits dès maintenant dans cet objectif Mhm. et la tech viendra après. Ben, il y a un problème éthique, quoi. Enfin, si on se fait hacker et qu'il y a des costumeurs qui prennent rien, c'est pas cool. En même temps, si on prend pas en compte les utilisateurs finaux dans nos réflexions aujourd'hui techniques, on peut créer des blocages et des problèmes d'interopérabilité. Enfin, Ouais, c'est totalement. exactement ce qui est en train de se passer. Et ce dilemme, on l'a pas, je pense qu'on l'a pas résolu. Et il y a des gens qui défendent l'un, d'autres l'autre. Il y a rarement des débats dessus. Bah, ça, c'était des débats qu'on pouvait avoir, par exemple, sur Crypto Tabou, quoi. Ouais, ça devait être super intéressant. Il y a des nouveaux événements qui naissent de manière régulière. Peut-être qu'il y en a un qui va proposer ce genre de débat.
En tout cas, moi, je sais qu'on est en train d'organiser justement Token Talkers. On est en train de cofonder un événement qui va sortir fin mai 2025. Ce serait un plaisir si tu veux venir faire ce genre de débat. T'es la bienvenue. Ouais. On Moi, pourrait. j'ai pas d'avis. J'ai jamais réussi à trancher cette question. En fait, j'ai l'impression tous les 3 mois, je change d'avis là-dessus. Donc, Ok, bah ce mais serait intéressant en tout cas d'en parler. Ouais, ça c'est cool. C'est bien d'avoir aussi des personnes comme tu dis qui traitent les sujets tabous, les sujets qui tranchent ou les sujets qui tranchent pas, mais les sujets un peu touchy. Franchement, c'est top. Et ouais, bravo pour le parti pris que tu as décidé de faire. Et donc du coup, après avoir lancé ça, donc tu t'es parti sur le consulting. Ça y est, ça fait 3 mois maintenant que tu t'es lancé dedans. Donc, tu le faisais un petit peu avant, comme tu le disais en freelance. Maintenant, tu as vraiment lancé ta boîte. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi de passer du freelancing vraiment à la création d'une société et se lancer à fond dans le consulting? enfin, en gros, la différence déjà entre freelance et entreprise, bon, déjà, il y a la structure de la boîte, enfin, ta charge mentale, c'est pas la même. Tu vois, freelance, limite, bon, tu sais que tu vas devoir payer l'URSSAF, mais globalement, le fric arrive sur ton compte et c'est pour toi. Moi, après, j'ai eu une période de transition. Pendant 6 mois, j'ai eu des freelances qui ont beaucoup travaillé avec moi, que je payais, enfin, je me faisais Cool. payer, puis je les payais. Et la boîte s'est imposée parce que bah, maintenant on est 6, quoi. Donc ça commence à devenir un peu compliqué de faire comme ça, même légalement. Euh, Comment dire? Je pense que la différence, elle est vraiment sur la responsabilité, la charge mentale que tu as envers d'autres personnes, du coup, et le fait de devoir créer une équipe. Donc ça, c'est la partie ressources humaines, quoi. Donc il y a beaucoup de RH. Là, pendant quelques semaines, j'ai eu l'impression de travailler 2 fois plus avec plus de gens. Quand on délègue, en fait, ça prend du temps à s'installer. Tu mets du temps à gagner le temps que tu pensais gagner en déléguant. Ouais, Ça, ouais, c'est clair. c'est fatigant. Et ensuite, il y a le fait de passer de ton personal branding à ta marque. Ok. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille en ce moment. Parce que moi, c'est vrai que mes clients, je les ai beaucoup par le bouche à oreille. J'ai jusqu'à maintenant quasiment pas eu besoin de faire de démarchage, d'outreaching ou autre. Euh, et là, bah, c'est pas pareil parce que c'est pas forcément moi qui vais travailler sur le client. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que je fais une transition. Je suis un peu la seule chef de projet pour l'instant pour tous les clients qu'on a. Pendant 1 mois ou 2, c'est moi qui gère quasiment tout et je délègue petit à petit en divisant en fait les tâches. Faut savoir que le marketing dans les cryptos, déjà le marketing c'est une fonction qui s'adapte. C'est jamais copier-coller chez tout le monde. C'est clair. Donc du coup, ça ressemble jamais. Mes missions ressemblent jamais les unes aux autres. Et par contre, il y a des tâches qui sont les mêmes que parfois j'ai sur plusieurs, etc. Et donc cette découpe-là, je la fais et ensuite je responsabilise des personnes de mon équipe qui sont envoyées comme des consultants en fait. Par exemple, la partie social media management, au bout d'un moment, au début c'est moi qui fais tout, puis au bout d'un moment il y a quelqu'un que j'introduis dans l'équipe qui est un consultant qui est dans mon équipe et qui vient faire social media manager et à partir de ce moment-là c'est lui qui est responsable de ça. Il peut travailler directement avec l'équipe, etc. Et moi, je garde une autre partie des tâches, puis ensuite je vais la déléguer à un chef de projet ou à quelqu'un d'autre selon le cas. Mais cette transition est toujours un peu compliquée. Le client comprend pas pourquoi ils ont l'impression que je vais moins travailler ou que je leur donne quelqu'un qui Hmm. va baisser la qualité, alors qu'en réalité, je leur rends service parce que ils vont pas payer des consultants toute leur vie. Au bout d'un moment, ils vont construire leur boîte marketing et ce sera beaucoup plus simple pour eux de faire la fiche d'emploi, la fiche de poste pour un social media management à partir du moment où il y a quelqu'un déjà dans leur équipe qui finalement, à travers moi, à travers mon consultant que j'ai envoyé, fait exactement ça. Donc ils auront juste à mettre une fiche de poste qui correspond à ce qu'il fait et à recruter quelqu'un. Et si besoin, je les aide à recruter quelqu'un à la fin de ma mission. Mais voilà, en fait, je viens surtout sur des projets qui n'ont pas de marketing du tout. Enfin, ils ont celui des founders, leur idée initiale, ils ont levé de l'argent, donc ils avaient quand même un peu réfléchi au sujet, mais ils n'ont pas d'équipe marketing. Donc moi j'arrive, on me donne tout, il faut que je fasse le trick, Waouh. j'organise, je crée les process et puis ensuite je délègue. Et quand je pars, ils peuvent me remplacer en remplaçant chaque poste.
Voilà. Parfois, C'est facile de trouver des clients. pardon? OK. Ah, j'avais pas compris ça. Je dis c'est facile de trouver des clients quand on est consultant comme ça dans le Web3. Comme tu disais, il y a beaucoup de bouche à oreille par rapport à la qualité de ton travail. Tu fais pas forcément beaucoup de pub. Donc grâce à ta qualité, grâce à ce que tu fais et grâce à qui tu es, tu trouves des clients. Mais sinon, à part ça, c'est difficile de trouver des clients en consulting actuellement dans le Web3? Ben, consulting, marketing, je pense que ça dépend en fait. Enfin, comment t'expliquer? Consulting tout court, je pense que c'est très difficile puisqu'il y a quasiment, si c'est du consulting en management, par exemple, je pense que les startups, elles sont pas prêtes à dépenser pour du Ouais, consulting en elles management. ont pas le budget. En marketing, moi, je considère que je fais du consulting parce que je m'occupe des process, je fais du management. Donc, OK. mais en réalité, si c'est pour trouver comment dire, des clients pour faire des tâches marketing, je pense que là en ce moment c'est assez facile d'avoir des clients quand tu as une boîte de, notamment social media management, il y a un vrai manque, une vraie demande. Donc à mon avis, tu lances ta boîte, ou t'es freelance ou tu lances une boîte de social media management, euh, c'est pas les clients qui manquent. Ce qui est dur, en fait, c'est que plusieurs choses. Déjà, ce qui est dur, c'est de recruter. C'est-à-dire que moi, les social media managers de mon niveau, j'en trouve pas. Je suis obligée de Ah, m'appuyer sur des gens que j'ai formés pendant quasiment un an et ça roule pas encore parfaitement. Je suis encore obligée de quand même micromanager un peu. Donc là, je lance d'ailleurs, ça commence mercredi, un programme de training. Donc, en fait, je paye des oh, gens pour des petites missions, je teste leur capacité à être social media manager et je garde les meilleurs. Donc, j'ai un gros enjeu de recrutement. Et ensuite, il y a le fait que les boîtes sont pas prêtes à payer pour ça, ce qui est scandaleux. En fait, ça, c'est vraiment scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui gère leur Twitter, ils veulent le payer que dalle. Parfois, ils mettent un stagiaire. En fait, ce qu'il faut ouais, savoir, c'est que nous, le risque cybersécurité de la boîte, c'est nous qui le portons. Toutes les attaques de phishing de vos boîtes, donc c'est-à-dire ce qui va faire que vous allez peut-être avoir un lien dangereux sur dans votre commune qui va dérober vos utilisateurs, c'est nous la barrière. C'est nous qui protégeons votre compte Twitter de toutes les attaques. J'ai environ 20 attaques par jour, par contre. Donc j'ai incroyable. 20 messages par jour de gens qui me disent «Ah, on veut écrire un article sur vous, clique sur le lien là», etc. J'ai environ une vingtaine d'attaques par jour, par client. Et donc en fait, bon ça c'est quelque chose que je vais travailler, je pense, dans les prochains mois. Mais moi j'en ai marre en fait de s'il n'y a pas de cybersécurité dans les boîtes crypto sur leurs réseaux sociaux, alors que c'est la première Ah, façade où on se fait attaquer. Donc moi je me fais harceler. Et en plus on doit développer des relations commerciales, faire du cross c'est le rôle marketing. à la base. On Mmh. doit répondre à des gens qui nous font des propositions. Donc moi ma journée c'est detecting de phishing, c'est à peu près la moitié de ma journée. Ah ouais, Et si c'est une attaque de phishing ou non, si c'est un vrai potentiel pour la boîte, et ensuite de redispatcher les gens vers le BizDev ou le DevRel pour apporter du business à la boîte. Ensuite, voir des opportunités pour des spaces, évaluer si c'est intéressant ou pas pour nous, faire en sorte que les gens de l'équipe soient disponibles, sinon c'est moi qui y vais. Donc c'est moi qui vais parler au nom de la boîte, donc je dois tout savoir. En général, c'est nous qui devons chercher quoi publier. La boîte, elle t'envoie pas quoi publier. Tu dois tout inventer. Enfin, tu dois connaître la doc par cœur, réussir à créer des posts éducatifs. Tu dois envoyer des briefs aux graphistes. Ils n'ont pas toujours un graphiste eux-mêmes, donc parfois faut en trouver un pour eux. Tu dois faire en sorte que toute la marque soit respectée, etc. En fait, social media manager, c'est un job qui est sous-payé par rapport à ce que c'est quoi. C'est un ah, il y a vrai une job. liste qui est énorme. Ouais. Et on est considéré comme des ouvriers, en fait, et ce qui est le cas, parce qu'en fait, on fait de la production pure pour autrui en plus. Mais il y a déjà, il y a une énorme part d'expérience, de travail intellectuel. Et ensuite, la production, maintenant, avec ChatGPT, elle est quand même grandement facilitée. Donc, Ouais. maintenant, c'est plus que le travail de cybersécu, management, planification, savoir interpréter bah pareil, en fait, pour qu'un compte Twitter fonctionne bien, on doit répondre à plein de posts toute la journée. Donc, on doit savoir identifier quels sont les influx sur lesquels on doit venir commenter,
On doit identifier des opportunités pour le CEO de s'exprimer sur des sujets. On doit suivre un peu à n'importe quelle heure ce qui se passe sur le marché, en tout cas sur le crypto Twitter, pour pouvoir rebondir, pouvoir faire un petit commentaire qui va nous faire un peu de visibilité. Donc en fait, moi, mes social media managers, non seulement je dois les former à faire de la production de contenu via ChatGPT, apprendre par cœur comment fonctionne la marque, savoir répondre aux utilisateurs, et les CM que je mets, les modérateurs aussi dans les communautés, ils doivent savoir répondre. On va pas aller demander toutes les 5 minutes au CEO quelle est la réponse à cette question. Donc on doit connaître par cœur toute la FAQ de la boîte, toutes les mesures de sécurité. On doit savoir reconnaître quand il y a une publication d'un partenaire qui est utile sur laquelle on peut rebondir. Donc, on doit connaître le secteur par cœur. On doit savoir distinguer un influenceur sérieux d'un pas sérieux. Et voilà. Et je parle même pas encore de quand on fait des campagnes Galax, quand on fait des campagnes KOL, qu'il faut leur donner tout pour qu'ils puissent poster sur nous, qu'il faut vérifier s'ils ont bien publié par rapport à ce qu'on les a payés. Enfin voilà. Et donc ça, c'est que la partie social media management avec un peu de community management ajouté et un peu de call management, mais c'est rien du tout. Moi, ça, c'est qu'une partie de ce que je fais. Ensuite, je fais des contenus. Enfin voilà, il y a plein de. Donc c'est un La métier de liste, merde. elle est énorme. C'est un métier de merde, mal payé. On est vraiment moins bien payé que les autres parce que je sais pas, on pense que c'est facile ce qu'on fait et en plus on a des horaires de fou. Voilà, parce qu'on s'attend à ce qu'on réponde à n'importe quelle heure. C'est ça. En fait, je vais te donner la vision qu'ont la plupart des CEO que j'ai rencontrés sur le community manager. C'est oui, bah, community manager, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est juste mettre 2-3 posts sur Insta, TikTok, Facebook. Ça prend 5 minutes. On crée un post avec ChatGPT et on publie. Oui, c'est Mais vrai. ça, c'est mauvais, On résume. ça existe, mais Pardon? il y a des gens qui font ça, mais c'est juste, ils font pas leur métier jusqu'au bout, tu vois. Totalement. Et c'est ça qui décrédibilise les personnes qui font un vrai métier comme le tien. Parce que tu as ceux qui font community manager. Moi, j'en ai qui me contactent sur LinkedIn, qui me disent, bah voilà, moi, je te prends 50 euros par semaine, je te fais tout ton community management. Et là, tu te dis, mais comment toi, tu fais pour 50 euros par semaine pour faire ça, alors que le travail représente des semaines et des semaines et des heures de travail, Alors, 7 jours sur 7. Et en fait, c'est ça qui décrédibilise le métier des gens qui sont ultra professionnels comme toi. Ça craint. non, Hein. mais ça, je peux te répondre. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai des community managers que je paye. Je les paye plus que 50 la semaine, par contre, même si je sais que c'est possible de trouver à 50 par semaine. Mais en gros, oui, j'en connais. Ils se proposent comme CM, ils viennent et en fait, ils font de la modération. En réalité, ils font de Ouais, la c'est ça. modération. Donc, tu peux payer pour ça, mais le mec, tu peux pas t'attendre à ce qu'en effet, il travaille ses postes, ou Ah, mais il c'est discute clair. vraiment et il répond aux gars. Et donc, moi, en fait, c'est justement ça que j'ai fait, c'est que je, je recrute des CM comme ça et je leur donne des FAQ, je les manage, en fait. Je les manage à la place de la boîte. Donc, moi, je suis payée beaucoup plus cher que lui pour que lui puisse être meilleur. Et je les paye un peu mieux parce que je veux qu'ils progressent et qu'ils s'intéressent à la boîte, que quand il y a un space, j'ai pas besoin de leur dire écoute ce qu'il y a dedans et update. En fait, enfin, je leur apprends à faire de l'auto machine learning. C'est-à-dire, Ouais, il faut grave. que vous soyez vraiment intéressé par le projet, vous suiviez. Comme ça, c'est pas un effort pour vous de répondre. Donc, vous, quand on fait un space, vous êtes en train de nous écouter. Et s'il y a des questions dans le chat, et ben, vous nous les rapportez, etc. Comme ça, on peut faire ça. On travaille ensemble, quoi, en fait. Parce que c'était des métiers modo, en effet, où les gens étaient sous-payés et puis on crachait sur leur travail. Mais en fait, les mecs les managent pas, ils leur donnent rien. J'ai vu encore récemment un, un CEO d'une start-up qui a répondu à un modo que j'avais placé dans une boîte qui me dit, enfin le modo me dit, j'ai zéro info sur les nouveautés, je suis toujours à la ramasse. Et quand j'ai demandé au CEO, il m'a dit, va lire la doc. Enfin, tu veux quoi en fait? Tu veux qu'il rate son travail en fait. C'est juste ça. Enfin, alors que le mec, il est chaud en plus d'apprendre plus et pouvoir répondre correctement. Et il y a aussi énormément de racisme autour de ça parce que souvent c'est des Nigérians
ou des Pakistanais. Et en gros, la majorité des CEO européens, américains considèrent que c'est des mecs qui vont jamais apprendre, qu'ils font ça Ouais, juste. Enfin voilà, que ils considèrent que 50 balles par semaine c'est énorme pour le Nigeria, alors que en fait les mecs, enfin faut vraiment savoir. Hein, moi, je travaille avec plusieurs personnes de Pakistan et Nigeria, et ça fait 1 an, ils sont bien mieux payés que ça, et ils ont toujours pas une villa en fait, parce que ils ont des familles entières à nourrir, et c'est dans 10 ans qu'ils se permettront de faire un peu les fous. Ils vont pas s'acheter une Lambo. Et en plus, la vie au Nigeria, par exemple, là, elle a doublé. Il y a même des manifestations en ce moment. Donc, en ouais, fait, c'est genre, c'est du racisme et du mépris de classe. Et de penser que quelqu'un qui est CM le sera toute sa vie et ne pas investir en fait dans des ressources humaines qui sont des gens qui sont quand même passionnés par le secteur, qui n'ont qu'une envie, c'est de passer de CM à social media manager. Pour ça, faut les Mhm. former. Ils n'ont pas des formations. D'ailleurs, même en France, ça n'existe pas. En vrai, une bonne formation, voilà, parce que nos écoles de commerce incroyables, etc., elles forment au management, qui apparemment est rentré par une oreille et sorti par l'autre, parce que personne n'a décidé de manager personne. C'est un peu chacun sa merde. Et moi, par exemple, ma boîte, elle est complètement à contre-courant de ça. Moi, j'investis dans des relations de long terme avec des modérateurs qui ont su me contacter un peu mieux que les autres, que j'ai trouvé meilleurs, que j'ai placés. Je les teste. J'ai même créé une commu de community manager, de modérateurs pour qu'ils puissent se partager des tips et des façons de s'améliorer. Je les nourris avec plein de trucs sur les protocoles et tout. Et quand j'ai un nouveau client, et ben c'est eux que je place en priorité. J'ai pas besoin de chercher. Et c'est des gens en qui j'ai confiance. Je sais que s'il y a un hack, ils vont réagir, ils vont m'appeler, ils vont me prévenir. Alors que quand je les prends via une agence qui en a rien à foutre d'eux et qui me fait Ouais. payer 2 fois plus cher, et ben ils me préviennent pas en fait. Ils en ont rien à faire. C'est le lendemain à 10 heures que l'agence me prévient qu'il y a eu un problème. Donc voilà, moi je trouve que enfin c'est encore l'histoire qui se répète, quoi. On est dans des systèmes hiérarchiques nuls, pas travaillés, personne n'a voulu faire un peu d'effort sur son management. Et c'est pour ça que moi, mon agence est différente. Voilà, parce que moi, j'inclus tout ça, en fait, et j'essaye de tirer le meilleur de tout le monde. Et sur du long terme, ça va payer. C'est clair et net. Dans Ah, tous les cas, sur du long terme, tu feras la différence, même si actuellement, il y en a encore qui sont là en train de voir tes qualités, les qualités de ton travail, les qualités des prestations que tu proposes à la baisse. Dans le futur, en fait, ce sera des gens qui seront capables de payer plus juste parce qu'ils ont envie de travailler avec toi. mm, Et c'est vraiment grâce à la qualité de ton travail que tu vas pouvoir faire la différence sur un secteur d'activité où il y a de plus en plus de gens qui se lancent sans compétences. Et toi, au-delà d'avoir des connaissances, tu as ces compétences-là. Et donc, ça va vraiment, vraiment faire la différence. Moi, j'ai une question. Tu parlais juste avant des gens avec qui tu travailles, tes clients. Tu as des gens qui sont. La plupart de tes clients sont essentiellement francophones. C'est un petit peu dans tous les pays. Quelles sont tes cibles? Quels sont tes clients? Et est-ce Alors, qu'ils sont tous en Web3 ou ils sont aussi d'autres activités? non, alors là, j'avais un client l'année dernière qui était pas totalement crypto, qui était un- une boîte de paiement, mais il y avait évidemment les paiements en crypto inclus, donc sinon Ah ouais, j'aurais pas pris parce que je prends que quand c'est Web3. c'est rien avec les cryptos. Mais là c'était pas c'était je sais pas, c'était une opportunité qui arrivait. Et en effet, c'est plutôt des clients français. Mais je fais pas exprès, hein. Moi, je cherche partout. Mais Bien sûr. en fait, c'est des boîtes internationales. Donc, tout est en anglais, hein. Moi, je travaille quasiment que en anglais. Mais qui ont une grosse partie de l'équipe en français. Et ça, c'est lié au fait que j'ai pas beaucoup démarché, en fait. J'ai beaucoup des clients par bouche à oreille. Donc forcément, comme je suis française et que j'ai démarré par des clients français, ça s'est fait comme ça. Mais c'est de plus en plus international et j'ai de plus en plus de leads qui viennent d'ailleurs. Waouh. C'est juste un peu compliqué pour les mêmes raisons. Enfin, ils sont inquiets sur le prix par rapport au fait que je sois française. Ils pensent pouvoir trouver moins cher ailleurs, etc. Enfin, voilà. Après, ça, c'est quelque chose enfin, je pourrais répondre à cette question d'ici 1 an parce que pour l'instant, bah, voilà, c'est très français, C'est le un début, peu. bien sûr. Ok, bah trop, trop, trop intéressant. Tu disais juste avant aussi que tu fais du recrutement.
Si par exemple, je suis une personne qui est potentiellement intéressée pour te contacter, pour justement, peut-être que tu me recrutes, je suis une boîte qui a envie de travailler avec toi et qui est très intéressée par tes services, quel est le meilleur moyen de te contacter? Telegram. Sur Telegram. Telegram. Ok. On mettra le Franchement, lien en description de la vidéo hein, pour les personnes qui nous écoutent sur la partie YouTube et qui nous voient la vidéo. Vous avez le lien en description. Pour les personnes qui ne voient pas le format de la vidéo et qui sont sur toutes les plateformes de podcast, pareil, vous avez le lien en description d'Agathe sur son Telegram pour pouvoir la contacter. Ok, Telegram. Et donc, du coup, sur Telegram, on peut te contacter aussi bien pour travailler avec toi comme en mode recruteur, enfin recruter, ou tout ouais, simplement comme on est une société et on veut travailler avec toi, c'est possible. pour être recrutée, je vous mettrai le Telegram de Henry, qui est mon COO et qui s'occupe de cette partie-là, parce que moi, j'ai plus trop le temps. Donc, c'est lui qui recrute. Génial. Ok, parfait. Bon, bah, en tout cas, tous les liens sont en description pour les personnes qui en ont besoin. J'ai une question, on en parlait tout au début du podcast, ou plutôt au milieu, où tu parlais que c'est un moment, c'est un sujet que tu as commencé à aborder, c'est les femmes dans l'écosystème du Web3. Tu avais fait justement un débat là-dessus. Comment toi, tu vois justement la position des femmes dans le Web3? Est-ce que c'est quelque chose que tu prônes, que tu mets aussi en avant? Est-ce que tu as beaucoup de femmes qui travaillent avec toi justement pour développer l'écosystème Web3? Est-ce que tu en recherches? Voilà. Quel est ton avis sur la situation actuelle? Bah, la situation actuelle, je trouve qu'elle est meilleure déjà Depuis que tu en as parlé? ouais, après, enfin, elle est meilleure et en même temps, elle est pire. Comment dire ça? Parce que c'est assez nuancé. En réalité, quand je suis venue, à un moment, je suis passée sur BFM pour parler du sujet des femmes dans le Web3 et j'avais dit que le Web3 était pas plus misogyne qu'un autre secteur. J'ai plus de mal maintenant à le dire. Ouais. Il y a quand même, enfin, il y a quand même je pense pas que ça soit vraiment différent que ce que j'ai dit, mais c'est juste qu'il y a vraiment un groupuscule de misogynes très actifs, peut-être plus qu'ailleurs. Mais après, en proportion, je pense pas que ce soit en effet un milieu plus misogyne qu'ailleurs. C'est juste que ceux qui sont misogynes crient plus fort que les autres et sont plus agressifs, quoi. Moi, je dirais ça. Et puis aussi parce que politiquement, on voit, il y a beaucoup de gens dans les cryptos, par exemple, qui défendent Trump. Enfin, a quand même fait pas mal de déclarations misogynes. Mais en même temps, je le vois là maintenant parce que j'observe un peu les élections de loin. Et j'ai remarqué que maintenant que les cryptos se diversifient, c'est-à-dire qu'on a besoin justement de fonctions marketing, qu'on a besoin de fonctions support, euh, quelle qu'elle soit, product manager, etc. Il y a une nouvelle esthétique un peu plus à gauche, avec les NFT aussi d'ailleurs, Ouais. qui attire beaucoup les femmes. Au début, c'était un peu, c'était que des communautés de femmes en fait, les femmes dans les cryptos, et puis plein de femmes, j'imagine, hein, qui se cachaient ou qui étaient dev, etc. Il y en a quand même en proportion beaucoup moins que d'hommes, certes, mais il y avait déjà des femmes quand même. Ça fait longtemps qu'il y a des femmes dans les cryptos. Ouais. Elles se montraient moins, et celles qui se montraient, c'était celles dans les communautés. Quand je suis arrivée 2021-2022, euh, après mon émission sur les femmes dans le Web 3, quelques mois après, il y a eu Women in Web 3 qui a existé. Et il y avait déjà eu World of Women, etc. Moi, je suis plutôt positionnée contre ces communautés que je trouve inutiles. Après, bon, c'est pas grave. Si les femmes ont envie de passer par là, je m'en fous, tu vois. Je suis libérale, donc s'il y a des gens qui ont envie d'organiser ça, ils font ça. Je trouve pas que ça ait grand intérêt, moi, pour le fait que les femmes soient plus nombreuses dans le secteur. Euh, mais bon, je sais qu'elles font des formations, par exemple. Je trouve ça pas Ouais. mal, quoi. Je vois pas trop l'intérêt que ce soit non mixte, mais en même temps, je vois pas non plus pourquoi j'y serais opposée. S'il y a des femmes qui sont gênées d'aller apprendre avec des mecs, moi je comprends parce que les mecs sont super relous. Donc peut-être que elles, ça les bloque. Et donc, moi, ça m'a jamais bloqué. Ça m'a énervé, mais ça m'a jamais bloqué. Mais s'il y a des femmes que ça bloque, bah ouais, pourquoi pas faire des cours avec que des femmes. Voilà, moi je promouverai jamais ça, c'est pas du tout mon délire. Euh, mais bref, là on est passé à une Ouais, je nouvelle étape. comprends. On est passé à une nouvelle étape parce que maintenant, par exemple, je le vois sur Farcaster ou même Lens, donc sur les réseaux sociaux Web3, il y a des femmes qui ont énormément d'influence et même du point de vue des minorités en général,
il y a une présence plus grande de leurs paroles, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit plus. Et donc, il y a une vraie opposition qui est en train de se construire à tous les libertariens un peu misogynes, ou très misogynes, pro-Trump, qui disent les femmes à la cuisine, etc. Il y a une vraie Ouais. opposition qui se crée avec des hommes inclus. C'est plus que des femmes toutes seules. Et ça, je le vois vraiment. Et je pense que la campagne qui est en cours aussi par certains pour Kamala, peut-être Ouais. plus discrète que la campagne pour Trump, donc dans le secteur des cryptos, elle va apporter beaucoup de femmes. Moi, je suis pas spécialement pour Kamala ou Trump, je m'en fous, mais par contre, je vois bien qu'il y a plus de femmes côté Kamala, quoi. Donc, Forcément, ouais. et je pense que ça va apporter plus de femmes. Et puis, bah, les métiers sont moins techniques. Enfin, là, toutes les boîtes, elles grossissent. Elles ont. Donc, en fait, le problème qu'il y avait du fait qu'il y ait peu de femmes dans les cryptos, c'était surtout parce que bah, il y a peu de femmes dans les écoles d'ingé, il y a peu de femmes, C'est donc ce que forcément, j'allais dire. ça se répercutait. Maintenant que il y a plus de fonctions incluses dans la construction, qu'il y a Customer Crypto qui commence à se construire, ben, il y aura forcément plus de femmes. Et après, bon, je reste. J'ai écrit un petit article pour CoinHouse il y a quelques mois. Je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant que créateur d'entreprise d'inclure les femmes, euh, d'arrêter de faire des designs en se disant de toute façon il y a que des mecs donc je vais designer mon produit pour eux parce que ça va me faire gagner de l'argent. Parce que les femmes sont vraiment pas loin. Par exemple, dans l'investissement, il y en a quand même beaucoup. On est quasiment à 45% de femmes intéressées par investir dans les cryptos en France. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des produits mixtes, en fait. Ouais, Enfin, totalement. il faut arrêter de mettre des références à des trucs de mecs partout, quoi. Il y a un moment, genre, ça sert à rien, quoi. Enfin, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Genre, c'est pas marketing du tout, en fait. Enfin, c'est pas malin, quoi. En termes c'est vouloir convaincre dans un petit cercle au lieu de grandir le cercle. On a tous besoin de faire grandir ce cercle. Après, voilà. Euh, c'est pas facile non plus. Moi, par exemple, j'ai peu de femmes, même dans ma boîte. Ouais, t'arrives pas à en Euh, trouver. Bah non, c'est qui? Alors bon, j'ai la graphiste, elle est pas vraiment encore dans la boîte vraiment, donc mais je l'ai rencontrée à un event, donc je l'ai prise pour quelques designs. J'avais Rush qui travaillait, mais ça n'a rien à voir avec homme-femme. En fait, le fait que j'ai arrêté de travailler avec elle quelques mois. Pareil, j'ai ma head of sales aussi. Mhm. Euh, Elle est, je sais pas. Enfin, elle est moins présente, elle a moins de jours de travail avec moi que les autres. Mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à leur genre, clairement, quoi. Et moi, je fais pas spécialement d'efforts pour avoir plus de femmes. Je suis dans les réseaux sociaux, donc il y a plus de femmes que d'hommes. Après, qui connaissent le sujet crypto, je comprends qu'il y a un peu moins de femmes. Ouais. Euh, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai rien fait pour attirer spécialement les femmes. Ah, Voilà. je comprends. Moi-même. Mais ta vision, elle est vraiment bonne parce que c'est vrai qu'à la base, le Web3, c'est un milieu qui est très, très tech. Effectivement, dans le monde de la tech, les femmes, c'est pas ce qui les intéresse en plus. Ils sont plutôt sur les parties souvent esthétiques, stratégiques, médias, communication. Enfin, c'est vraiment les postes qui les attirent le plus. Et comme tu le disais, bah, au début, c'était pas des postes qui étaient dans les startups Web3 parce qu'elles n'avaient pas le budget. Et maintenant qu'ils commencent à avoir le budget et grandir, il y a de plus en plus de femmes qui sont dedans. Et puis après, on a des femmes qui adorent tout ce qui est tech quand même, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins. Donc, c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est pas une vision que j'avais dans ce sens-là. Puis maintenant que tu en as parlé, ça me permet d'ouvrir les yeux sur une autre façon. Euh, au niveau, euh, Au niveau de l'évolution sur le Web3, tu sais, on parle beaucoup des événements, tu en parlais. On parle des femmes ou des hommes, là, peu importe, hein, mais sur le sujet des événements, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important de participer à des événements? Est-ce que toi, tu participes à des événements justement pour développer cette partie communauté, pour faire connaître encore plus l'écosystème Web3 et potentiellement recruter des gens? Mais j'en ai organisé moi-même. Mais moi, j'ai organisé des events, ou des crypto tabous d'ailleurs. On avait pris le même nom. Euh, Ah, mais personne venait parce que c'était des events où il n'y avait pas de speaker. En fait, tout le monde pouvait parler, etc. Donc, je voulais créer des c'est events plus un où, meet-up. bah, même pas. En fait, on était en cercle sur un sujet et les gens s'exprimaient
du partage de connaissances, de pair à pair. Trop bien. Mais Et c'était où? tout- C'était je, sur Paris? chez Pirates Labs, j'en ai Ah, fait trop 3. bien. Ouais, mais tout le monde s'en fout, personne ne vient. Il y avait que, enfin, les gens venaient parce que c'était mes potes et qu'ils avaient envie de me voir. En vrai, tout ça marche pas, ces trucs-là. Il faut faire un truc naze, avec hyper commercial, avec des sponsors et des t-shirts gratuits et euh, du merchandising, voilà, Ouais. et de la bouffe Ah, gratuite. c'est Et puis, alors moi, j'ai changé beaucoup d'avis sur les events parce que, bah, d'ailleurs, un de mes premiers clients, c'était Paris Blockchain Week, et ensuite j'ai eu Proof of Talk, la première édition. Donc j'avais managé leur réseau et tout, donc je connais bien le derrière aussi des events. Euh, c'est génial, mais ça, pour le coup, par exemple, Paris Blockchain Week et Proof Talk, c'est des events B2B. C'est pas des events pour totalement. faire découvrir les cryptos aux gens. C'est des C'est pas du events B2C. dont on a besoin pour que les boîtes travaillent ensemble. Ça marchait pas mal, mais je pense qu'on a atteint une limite maintenant parce que franchement, justement, parce que les métiers sont diversifiés, maintenant, ils envoient les bidis, c'est juste des trucs de vente. On dirait un salon de l'immobilier, quoi. C'est même plus très fun. Alors, ETHCC a essayé de faire des trucs fun et tout. Ils ont essayé. Bon, moi, je trouvais ça cool. Il y avait une piscine à boules, etc. Mais on voit bien que ce qui se passait, c'était par exemple, j'en ai parlé sur Radio Tchad, qui est un podcast enfin un space auquel je participe souvent, qui est né un peu après Crypto Tabou et à qui j'ai pas mal envoyé. Délégué. Enfin, moi j'ai arrêté et lui il a été plus ouais, il a continué, il a pas lâché lui, il est toujours actif. Et donc du coup c'est là-bas que je vais maintenant que j'ai plus mon émission. Et on en a parlé, genre il y avait Laurent qui est dans la DeFi, qui disait que lui, il avait pu rencontrer enfin tous les mecs de la DeFi en vrai, et donc ça lui a permis de signer des gros contrats. Mais Et lui, ouais. c'est un CEO en fait, donc oui, il va avoir des déjeuners, des trucs à côté de la conf et tout. Mais moi, en tant que marketeuse, franchement, on m'a juste rempli mon Telegram de plein de gens avec qui je vais jamais rien faire. J'ai quasiment développé aucune relation avec personne parce que les gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est montrer à leur patron qu'ils ont ramené sans contact. Parce Ouais. que, bah, justement, en fait, les boîtes crypto, au lieu de créer des trucs utiles sur les fonctions de support, comme ils nous méprisent et qu'ils pensent qu'on fait de la merde, ils nous mettent des CRM où ils contrôlent combien de contacts on a eu, ils veulent savoir les métriques qu'on a faites, etc. Et ils s'en foutent, en fait, de savoir si ça a du sens qu'on est en train de faire ou pas. Et donc du coup, bah, ça nuit à tout le secteur. Et donc moi, franchement, je me suis retrouvée à moitié autiste. J'ai tenu le stand de mon client avec passion parce que j'avais envie de présenter ce qu'il faisait. Mais dès que je sortais du stand, j'avais juste envie d'une chose, c'était rentrer chez moi, Ah oui. manger et que personne vienne me demander mon télégramme, quoi. Parce que ça n'a servi à rien. D'ailleurs, j'ai quasiment recontacté tous les gens que j'avais quand même croisés et il s'est rien passé derrière, quoi. C'est useless. Pour nous, c'est Hmm. complètement inutile de venir à ces trucs-là, si c'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Après, il y a les side events où apparemment les gens ont vécu des choses extraordinaires. Moi, j'ai été invitée, soi-disant, à des tas de side events. En fait, à chaque fois, je suis pas acceptée. Et apparemment, il faut quand même y aller. Et c'est vrai qu'à une époque, moi, j'allais à tous les events quand j'ai commencé, sans être invitée à l'arrache pour faire des contacts et tout. Mais il y a un moment où, tu vois, maintenant, je suis CEO d'une boîte de marketing, j'ai pas envie de faire la queue à un side event, quoi. Ça me saoule. Enfin, si c'est juste pour rencontrer des gens qui sont l'équivalent de ce que j'étais il y a 2 ans, enfin, voilà. Alors, je recrutais, donc du coup, j'ai quand même fait quelques trucs parce que je voulais rencontrer des gens pour les recruter. Mais voilà, une fois que j'avais rempli mon objectif, Ouais. c'était vraiment que du blabla, Ça avait fait le quoi. tour. Ouais, franchement, je suis un peu déçue de la tenue des événements. Il y en a trop, je pense. Token C'est vrai. 2049, j'en parle même pas. C'était une catastrophe. Bon, après, il y a eu la tempête et tout, mais genre, il y avait combien de gens m'ont invité à venir à des events à 1 heure et demie en taxi du truc, genre pour faire quoi en fait, genre. euh, moi, Ah ouais, moi, puis les events, souvent, c'est cher. C'est aussi un des points de douleur de beaucoup, beaucoup de gens, c'est de participer à des événements. Le stand, c'est 15K. Le ticket d'entrée,
c'est 500, 600 euros, 800 euros, bah, ça calme énormément de gens. Et ça aussi, c'est un des points de douleur, j'ai remarqué. Mais c'est normal, c'est les grosses boîtes qui payent tous leurs commerciaux pour y aller, quoi. Genre, Il n'y a que donc ils qui sont paye fous. d'ailleurs. Ça peut être à 1500 le ticket, ils payent pour leurs sales. Mm. Il y a Ah, c'est clair. les fondations aussi qui payent plein de tickets, etc. Tu vois, donc c'est sûr. C'est pour ça que moi, il y a 2 ans, je trichais, quoi. J'y allais sans ticket, je me débrouillais pour trouver un pass, un machin. J'ai triché plein de fois, je vais pas mentir. Ils le savent. Paris Blockchain Week, je les ai eus comme clients. Une des premières choses qu'on s'est dit en discutant, c'est que j'étais rentrée à la Paris Blockchain Week 2022 sans payer, En quoi. pirate. Voilà, en pirate. Et genre, j'en avais rigolé avec lui. Enfin, j'avais expliqué en gros que il fallait laisser une souplesse parce que parfois, en fait, on se rend pas compte. Mais moi, par exemple, je suis rentrée comme ça et ça a été un peu le déclencheur de toute la suite. Et au final, je finis par arriver avec la structure qui permet d'être performante et de pouvoir booker mes services et de réussir son édition d'après. Donc, il y a un peu une histoire de karma en quelque sorte. Et je pense que pas mal d'events sont au courant aussi de ça. Que, en gros, ceux qui try hard, on les laisse passer quand même parce qu'en fait, s'ils try hard, bah, il y a quand même des chances qu'ils travaillent pour le secteur après et qu'ils apportent leur valeur ajoutée. Ah, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est une bonne vision aussi par rapport à ça. Quelle stratégie, toi, enfin plutôt quel conseil ou quelle stratégie que tu conseillerais aux startups qui se lancent dans l'écosystème Web3, dans l'industrie Web3 et qui veulent continuer à grandir et à grossir? Est-ce que tu leur dirais, bah voilà, la stratégie marketing, c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu leur dirais de se concentrer, comme tu fais aussi du consulting sur d'autres choses? Ouais, je pense que la stratégie marketing, c'est important. Allez acheter Ok. un bouquin de marketing management. Pas du Ok. marketing bullshit, du marketing management. Pour Et tu regarder le as retour. un livre que tu conseilles? Bah, il y a le plus classique. Bah, après, par contre, faut réfléchir, faut un petit peu réfléchir parce que c'est par analogie. Hein, c'est des livres qui datent de Harvard et tout. Ils ont écrit des trucs. C'est pas forcément encore. Enfin, si vous écoutez les gros hackers du secteur crypto, tout ça est à jeter. Il y a plus rien à garder. Mais si tu Regardez. as un bon esprit d'analogie, tu comprends bien que c'est juste les mêmes business models et les mêmes méthodes, mais mises au goût du jour avec ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Donc, il y a plein d'autres possibilités il faut savoir être un peu, enfin voilà, faut savoir lire un peu au-delà de ce qui est écrit. Mais comment ça s'appelle bah, marketing management comment je sais même pas comment il s'appelle. Bon, Euh, non, on mettra, tu nous enverras le livre, on le mettra le lien dans la mais description ouais, aussi pour mais même, les enfin, tous personnes les qui classiques s'intéressent. qu'on a en école de commerce, porteurs, les 5 P de porteurs. Maintenant, c'est les 10 P. Alors, allez regarder les 10 P si vous voulez. Faire un SWOT. Les mecs font même pas un SWOT. Excusez-moi, mais c'est le minimum d'analyse marketing. Analysez votre concurrence. Là, pareil, moi, il y a des gens, ils vont dire, c'est n'importe quoi, on ne doit pas analyser notre concurrence, ça sert à rien, le secteur bouge tout le temps, etc. Nanana. Ouais, enfin, mec, en fait, t'as juste, du coup, t'as rien. Pas Donc, envie, ouais. aujourd'hui, enfin, en quoi? Parce que dans 2 mois, ça va changer, tu peux pas mettre à jour ton document. Je ne comprends pas, en fait. Il n'y a pas de blocage à faire de l'analyse. Faites de l'analyse, réfléchissez à votre positionnement, construisez votre brand sur un positionnement et une Ouais, vraie démarche fondamentale de marketing. ouais, Donc, c'est ça clair. veut dire réfléchir à vos cibles. Voilà. Vous pouvez pivoter. Il n'y a rien qui empêche, enfin, c'est pas parce que tu as fait une stratégie marketing que le mois d'après, tu peux pas la changer. Mais au moins, Ouais, tu totalement. sais où tu as eu tort et ce que tu as changé et pourquoi. Si tu gardes aucune trace, le jour où tu as une agence, tu leur donnes la clé de ta maison et eux, ils vont te facturer un mois pour tout faire en plus. Donc, franchement, tu as perdu du fric. Et en plus, ils peuvent tomber complètement à côté de la plaque. Et tu es là, mais je comprends pas, c'est pas du tout notre business. Ben ouais, mec, mais t'as pas un document qui explique ton business Oui, ou exactement, ta ouais. stratégie marketing depuis le début. On ne sait Donc, pas du coup, il y a pourquoi tu as pas. choisi un panda comme logo, en fait. En plus, c'est facile, la réponse est facile. Parce qu'on est dans les cryptos, parce qu'il y a des renards, voilà, que tu vises une clientèle crypto comme ça, comme si. Mais si tu fais un service premium crypto, tu vas pas choisir un panda. C'est assez naturel, en fait. Mais écris-le juste quelque part, quoi. Parce qu'en fait, le jour où tu vas avoir bah, un modérateur, par exemple, qui va venir, si tu lui envoies ce que tu as fait, il va comprendre quel est ton positionnement. Et au lieu de Il va l'engueuler parce que pouvoir ça fait une répondre. semaine qu'il met plein d'émojis partout
et que tu trouves que ça fait moche, tu pourras lui envoyer dès le départ les guidelines de ta marque en lui disant, nous, on met pas d'emoji parce qu'on est dans la DeFi, et dans la DeFi en ce moment, c'est pas du tout à la mode les emojis. Parce que lui, il peut pas savoir, en fait. Dans les cryptos, il y a plein d'autres marques, par exemple des exchanges, ils mettent masse d'emojis. C'est pas du tout la même façon de communiquer. On a tendance à dire marketing in crypto, il y a la même recette pour tout le monde, mais c'est pas vrai du tout. Il y a une segmentation qui est un peu difficile à lire, mais elle est encore plus difficile si tu n'as même pas réfléchi 2 minutes à ton marketing, si tu n'as pas un peu de méthodologie marketing. Alors, j'ai essayé au début, j'étais très genre, ouais, on trouve tout sur Internet. C'est pas tout à fait vrai. La méthodologie marketing, on trouve pas tout sur Internet. On trouve surtout de bullshit. On trouve pas vraiment ce qu'on a en école de commerce. C'est disponible sur Internet, mais il faut chercher pour le trouver, il faut avoir les noms, etc. Donc, je te donnerai une liste. Mais, D'accord. mais en fait, en réalité, c'est un peu des secrets gardés. Il n'y a pas beaucoup de vulgarisation de la méthodologie marketing parce que c'est pas sexy. Il n'y a personne qui veut faire ça. Tout le monde veut faire un truc qui serait simple à mettre en place en 2 minutes, où on te dit ouais, t'as qu'à poster sur Twitter, enfin voilà quoi, ou inscris ta boîte dans Galax et fais gagner des points quoi. Alors qu'en fait non, ta campagne Galax elle est utile, mais elle doit s'inscrire à l'intérieur d'une stratégie marketing complète et réfléchie, sur laquelle tu as des options, de la flexibilité, et où tu vas faire de l'A/B testing, tu vas récolter des datas, tu vas voir si ça marche ou si ça marche pas, tu vas prendre une direction, etc., ou une autre. Donc c'est vraiment pas un truc, c'est pas un no-brainer. Il faut prendre ce sujet au sérieux. Après, il faut pas que ça soit une limitation au départ. Moi, dans d'autres secteurs hors crypto, c'était plutôt l'inverse que je voyais. C'était des gens qui démarraient pas leur projet tant qu'ils n'avaient pas tout bien fait le truc Tout marketing. Alors carré. que ça n'avait aucun sens. Une fois Ouais, que tu étais dans la réalité, ça c'est valait plus différent. rien. Donc, faut pas Ouais. que, certes pas que ce soit un blocage. Il faut entreprendre, il faut vendre un peu avec ce que tu as au départ, etc. Et puis grossir, voilà. Sinon, l'autre conseil que je donnerais, c'est si votre business ne vise pas la France, si vous visez gros, arrêtez le français. Voilà. Dès le départ. Ouais, parler directement en anglais. Ouais, ça, je le donne sur tous les podcasts et interviews et je sais qu'il y a des gens qui m'ont remercié. Déjà, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a remercié pour ce conseil. Jamais, Ah, enfin, genre, ne lancez pas vos réseaux en français. Ne vous dites pas, mais je vais m'appuyer sur la France et ensuite, une fois qu'on aura une assez grosse base de données, on va. Enfin, genre, je veux pas avoir de mépris pour les émissions, genre Crypto Daily ou autres, mais ça sert à rien. Enfin, ou allez pas là-bas. Enfin, si vous avez un peu d'ambition pour votre projet, vous avez rien à foutre là-bas. Vraiment, zéro énergie dans des médias français. Aucun intérêt. Tout le monde s'en fout. Le monde entier s'en fout. Voilà. Donc, enfin, à part si vous oui, ça voulez. sert le secteur francophone. Pardon? Ça sert que le secteur francophone, les Français qui écoutent ce Oui. genre d'émission. Mais effectivement, si ta cible elle est internationale, oui, partout. Ah ben oui, c'est des super émissions. On a besoin d'émissions crypto en français. Il y a une vraie communauté française. Moi, je suis pas contre, mais si tu es une start-up et que tu veux lancer ton produit dans les cryptos, ça n'a aucun intérêt de t'inscrire à ces trucs-là. Ouais. Disons que c'est du bonus quand Ouais, ça t'as, donne un peu de visibilité. ouais, voilà. Mais quand tu as déjà lancé tout en anglais, tous tes réseaux sont en anglais, tu fais tout en anglais. Et après, bah oui, pourquoi pas participer à des émissions pour t'amuser. Moi, par exemple, en plus, j'ai commencé en français, moi. Mais j'ai galéré. Après, j'ai mis 1 an pour avoir la même visibilité. Et Ah ouais. j'ai jamais eu le même taux d'engagement, hein, pour l'instant. Et je galère vraiment encore aujourd'hui pour être visible. Mon compte en anglais sur Twitter, il a même pas 500 followers. Et c'est dur. Enfin, là, ça fait 3 mois, mais que je me mets un peu dessus à fond. Mais quand même, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. C'est fou ça. Et il y a des Ouais. Français en anglais, il y en a plein qui vous soutiendront. Enfin, le côté Frenchy, on se soutient, il existe en anglais, hein. Faut pas croire, hein. C'est vrai. Mais Ah ouais, c'est vrai. ils traînent pas avec ceux qui écrivent en français. C'est pas du tout le même milieu. Ils traînent pas Hmm. ensemble. Et en gros, c'est un peu ça mes clients. J'ai des clients français, mais qui ont toujours été focus international avec des ambitions internationales. Donc ils vont pas au GG crypto par exemple.
Les GG Crypto, ça sert à rien. Si tu veux lancer ton projet, désolé GG Crypto, c'est très mignon ce que vous faites, mais ça ne sert à rien. Voilà. Vous n'allez jamais aider une startup à réussir. Voilà. Vous entretenez juste des petits projets qui vont gagner quelques subventions, permettre à quelqu'un d'avoir son premier projet entrepreneurial, avoir peut-être ses premiers business angels, une première expérience, etc. Très bien, mais vous emmènerez jamais un projet au sommet. Jamais. C'est juste pas logique. Enfin, il y a zéro raison, quoi. C'est... Voilà, désolé. Bon, bah, au moins tu es franche, et c'est franche, honnête, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme ça, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont très commerciales et qui parfois bah, disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Donc, bah, vraiment, merci de partager ce que tu penses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ta société pour, voilà, c'est le début, à 3 ans, donc, enfin 3 mois, pardon, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc à Crypto Tabou pour les 2, 3, 4 prochaines années? Est-ce que tu as une vision Ah sur ouais, tes j'ai objectifs? carrément une vision. Ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est que on Ça fasse plein de explose. trucs, clairement. Grave. Mais oui, j'ai une vision. Mon agence, en fait, le modèle d'agence me dérange. Pour moi, il est pas scalable. Ce que j'ai remarqué après avoir fait mon étude de compétitivité, contrairement aux autres, c'est que à part certaines grosses agences qui ont été payées en token et entre 2017 et aujourd'hui et qui du coup ont eu une très belle Mm. trésorerie grâce à ça, et qui ont en plus financé enfin, pas financé, mais ils ont launch des projets. Par exemple, Hype, une des plus grosses agences marketing crypto au monde, il y a 100 personnes qui bossent là-dedans. Ils ont un de leurs fondateurs a créé Mode Network, qui a levé de Ok. l'argent. Donc, ils ont plein de fric, en fait. Voilà. Donc, à part ces agences-là, qui ont réussi à scaler parce qu'elles ont créé des projets à côté, des layer 2, elles ont incubé des projets, elles ont été payées en token, etc. Puis, elles sont très proches de San Francisco, de plein d'invest, etc. Ouais. New York, tout ça. À part ça, on scale pas. C'est difficile d'avoir plus que de 6 clients en même temps. Parce que, en fait, après, tu vois, Ah, t'as pas le va temps de y avoir suivre. moi, je vais avoir peut-être 2, 3 chefs de projet, à chacun des CM et des machins, puis après, ça devient trop bordélique, quoi. Et en fait, ma rentabilité, elle va plafonner, et moi, j'aurai plus de temps pour prendre des vacances, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Et j'aimerais bien un jour pouvoir, d'ici 3, 4 ans, prendre des vacances. Donc, je vais pas choisir ce modèle-là. Ma boîte, je le vois vraiment comme une start-up. Et donc, on lance un nouveau business model qui pourrait intéresser d'ailleurs Cool. les startups, qui va fonctionner. Ça, c'est vraiment une insight que je te donne parce que Allez, je go. pense que tu m'as dit ça sera publié un peu plus tard et je pense qu'à ce moment-là, ça sera tout juste prêt. Officiel. Donc, Ok. voilà, il y aura tout juste prêt. Donc, en fait, on lance un business model de souscription. Donc, vous pouvez payer à la semaine un abonnement à des services marketing. Ah, Vous c'est pouvez, intelligent ça. ouais, comme sur HelloFresh, vous pouvez arrêter une semaine, reprendre vraiment à la Trop bien. demande. Et cette souscription, bah, je peux pas dire le prix parce que si jamais ça change entre temps, je préfère pas le Pas dire, de mais souci. en Non, tout mais déjà, on comprend bien. ouais, elle est beaucoup plus accessible pour des startups dans le sens où souvent ils savent justement, comme je te disais, ils savent pas exactement leurs besoins, ils ont peur de s'engager avec moi sur une grosse facture pour. Alors moi, je fais pas d'engagement minimum 3 mois et tout, ça sert à rien. On n'a plus envie de travailler ensemble, on arrête. Donc je me suis dit, bah il y a ça. Donc en fait moi, en vrai, je peux travailler à la semaine, je m'en fous complètement. Une fois que j'ai passé une première semaine où j'ai quand même besoin de comprendre la boîte, etc., de rencontrer les mecs, etc., que je forme mon équipe. Ça dure une semaine. Après, bah, en gros, on peut agir sur 2, 3 choses par semaine. Donc, on va créer ce qu'on appelle des marketing tokens. Donc, Ok. ça va pas être des vrais tokens, hein. Je pense pas tout de suite en tout cas. Donc, par exemple, 3 tweets dans la semaine, c'est un token. Allez vous chercher 3 devis Ah, PR pour vous aider pour votre stratégie PR. Vous savez pas qui choisir, vous n'avez pas le temps d'aller démarcher. Ben nous, on vous le fait dans la semaine. On va vous trouver 3 différents PR, leurs propositions avec le prix en face. Donc, vous pouvez choisir parmi les 3 à la fin de la semaine. C'est un token. Un petit article de newsletter, par exemple, c'est un token. Un long article sur votre vision, ça va être 2 tokens.
Un truc un peu plus compliqué, peut-être 3 tokens. Et en gros, vous payez à la semaine pour 3 tokens. Et vous C'est stop and génial. go comme vous voulez. C'est en prélèvement automatique. Bon, ça, c'est pas encore fait, mais ça sera certainement le cas. Et donc, en fait, moi, c'est parfait parce que ça permet de répondre vraiment à des besoins qui sont. Multiple. Les startups, ouais, voilà, elles ont juste pas assez de personnes. Souvent, elles ont quand même. Il y en a, par exemple, de plus en plus qui ont vraiment. Maintenant, avec ChatGPT, ils ont vraiment un plan de contenu sur 2 mois, mais ils n'ont pas le temps de poster, repost sur les autres réseaux, réagir le jour même au truc. Donc, on peut imaginer que poster une chose à travers plusieurs réseaux et rester connecté et réagir avec le compte de la boîte pendant 1 heure ou 2, c'est un token, par exemple. Et donc, on peut vous le faire 3 fois dans la semaine pour Ouais, une tu auras un somme. genre de menu comme au restaurant avec Comme le resto les japonais, possibilités. ouais. Ah, mais c'est génial. Ah, c'est une trop bonne idée. Il y a personne Ouais, qui fait et ça. alors ça c'est, tu vois, c'est ça mon obsession. Moi j'ai une obsession, c'est comment scaler une agence marketing. En plus, je trouve qu'aujourd'hui on a les outils digitaux. Là, par exemple, je pense à Stripe pour l'abonnement, mais j'imagine, enfin, tu vois, les marketing tokens, ensuite on peut imaginer que ce soit fait en crypto et que les gens achètent un bag de tokens. Et en gros, nous, on doit faire, je sais pas, ils achètent un bag de 12 marketing tokens Ouais, puis tu brûles qu'on après. Ouais, doit bien sûr. faire dans les 3 mois. Et tu vois, en fonction de leurs besoins, il y a plein de possibilités. Ils peuvent peut-être les stacker, je sais rien. Il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et je trouve que dans le marketing, on n'a pas encore innové Ouais. beaucoup. Et il y a des choses à faire. Il y a eu Malte, hein, une époque qui a pas mal changé les choses, mais Malte, c'est des freelance. Il y a eu Fiverr aussi qui aide pas mal. Là, la différence, c'est que moi, je garantis qu'une fois que tu es rentré, tu as pris l'abonnement une fois, on a une fiche qui te correspond en fait dans notre base de données. Les gens de mon équipe, ou une partie en tout cas, qui seront responsables de ces missions, ils savent quitter, ils savent ce que tu veux, ils ont écrit quelque part exactement ta façon de parler pour ta brain, etc. Et puis en fait, ça peut être une transition vers des missions plus conséquentes ensuite. Mais Ah, voilà, pour offrir de la flexibilité en fait. super intéressant. Alors, je suis impatient de voir ça lancer. N'hésite pas à nous le partager. Je pense que le podcast sortira après hein, que tu aies lancé ça. Donc, on aura accès. Est-ce qu'il y aura un site internet à quel endroit on pourra trouver justement tout ça? Ouais, mon site sort en septembre, mais je pense que Trop bien. il y aura pas forcément toutes les infos sur le site web sur cette offre-là parce que ça coûte cher un site web et tout à modifier machin. Donc je vais mettre évidemment vous pourrez souscrire depuis là-bas. Il y aura une façon d'avoir des informations. Je sais pas si ce sera une vidéo ou un PDF ou quelque chose. En tout cas, il y aura des informations si vous discutez avec moi pour sûr. Mais le site web montrera surtout nos anciens clients et ce qu'on a fait. Parce qu'en réalité, dans mon funnel de vente, le site web, pour l'instant, j'ai pas de site web et j'ai réussi à vendre. Donc le site web est plus pour le moment de confirmation quand les gens Ouais, doutent totalement. de s'ils vont s'engager ou pas avec nous. Donc c'est beaucoup plus pour mettre des testimonials, voilà des succès qu'on a eus Je comprends. et certainement, bah, le lien pour souscrire à l'abonnement, il sera quand même là-bas. Mais toutes les informations, bah, je vous invite à. Il y a moi, j'ai des sales, Léo par exemple, que peut-être Mhm. vous connaissez du Crypto Comedy Club. Il travaille, il est head of sales chez moi. Trop bien. Euh, et voilà, qui vous donneront toutes les infos, moi ou mon équipe. Voilà. Et d'ailleurs, on Super. est aussi. On a une commu avec, je sais plus combien j'ai de followers. On a une commu qui s'appelle Crypto Tabou sur Telegram, qui est un channel public où on partage 118 là en ce moment. Et en gros, Waouh. j'ai pris un abonnement Kofi, donc j'ai des news tous les jours, les news crypto, en français et en anglais. Et ensuite, je partage pas mal de choses, bah, du coup, sur le marketing, sur mes clients, évidemment, avec parfois des informations avant les autres, du coup, parce que c'est quand même une Ah, des choses. Voilà. Et puis de temps en temps aussi des articles de réflexion plus globales. Par exemple, quand Vitalik sort un article, j'ai tendance à le poster assez rapidement sur le chat
Je suis une grosse fan de Vitalik, donc voilà. Mais il y a d'autres personnes dont je suis fan et donc je partage leur contenu aussi. Il y a aussi les Waldos Legends qui peuvent publier. Il y a Radio Chad aussi. C'est un canal que je partage en fait avec d'autres personnes que j'aime bien dans les cryptos. C'est en anglais, mais il y a enfin la majorité des followers sont en français, donc il y a un groupe qui est lié et dans le groupe vous pouvez parler en français et il y a des gens qui vous répondront quoi. Ok, bah en tout cas, on va mettre le lien de Telegram dans la description, on l'a dit. Et bah c'est génial tout ce que tu fais, vraiment bravo. Impatient de voir l'évolution qui va y avoir. Je pense qu'il faudra qu'on refasse un podcast ensemble d'ici 6 mois, un an, pour voir les évolutions qu'il y a eu dans ta boîte Ouais. les derniers mois. Ce sera un podcast plus court parce que là, on a fait plein de sujets, c'était très complet, mais voir un petit peu ce qui s'est passé, les évolutions et tout. Je suis trop impatient de savoir comment ça va s'évoluer. Force à toi pour cette partie-là. On arrive gentiment à la fin du podcast. Agathe, on doit te laisser parce qu'on sait que tu as un planning qui est très chargé. En général, on laisse le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être un sujet qu'on n'a pas abordé, ça peut être un sujet qu'on a abordé sur lequel tu veux rapporter de la précision, ça peut être un mantra, ça peut être un dicton, tout ce que tu veux, ou un conseil que tu pourrais proposer à tout le monde qui se lance dans le Web3 ou qui sont déjà dans le Web3. Ça peut être aussi je sais pas, un truc un peu plus drama, comme tu aimes bien aussi. Donc voilà, pas de souci, on t'écoute. Non, je pense que je pense que je vais donner un conseil par rapport à certaines à des personnes qui voudraient se lancer professionnellement dans les cryptos ou qui Mhm. veulent lancer leur start-up. Je leur dirais de comprendre que c'est un marathon, c'est du long terme. Il vaut mieux investir sur des projets long terme, mais attention, c'est pas parce qu'on fait du long terme que tout ce que vous avez fait dans le passé est inscrit dans le marbre. On peut toujours retourner. Par exemple, moi, j'ai vécu des épisodes difficiles pour mon personal branding et en fait, quand on a été sérieux, en fait, on récupère comme dans un marathon. Si on a été très bon à l'entraînement, et ben en fait, on accepte mieux les accidents de parcours. On est meilleur. Et ça veut pas dire qu'on fait pas des sprints aussi de temps en temps. Donc soyez pas long terme et mou en fait. Soyez long terme et chaque semaine vous créez une nouvelle chose quoi. Vous avancez sur un Ok. truc. Voilà. Mais il faut pas non plus vouloir saisir des fruits trop faciles, se faire corrompre, aliéner par l'appât du gain rapide en fait. Ça, je le déconseille vraiment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on fait pas des choses à court terme tout le temps quoi. Ouais, Voilà, totalement. c'est ça. Donc, continuer à apprendre et à se développer aussi. Ouais, Ça, c'est c'est ça. bah, génial. Merci Agathe pour tous tes conseils. C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast de Token Talkers. On mettra tous tes liens dans la description. Encore un gros bravo pour ce que tu fais, c'est impressionnant. Force à toi pour Merci. le futur. Et puis à très vite. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Trop cool. Ciao. Ciao.